L'exemple le plus frappant de c'est quoi une étude sociologique, à mon avis, c'est un livre qui est sorti il y a pas trop longtemps qui s'appelle Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Pourquoi? C'est frappant, c'est drôle, sauf si tu t'appelles Kevin. Ah ouais, Kevin, continue comme ça. À quel point vous êtes écœuré d'entendre ça, Kevin? Puis là, je suis sûr que j'ai un paquet d'élèves qui se disent c'est quoi cette affaire-là? De quoi il parle? Mais sachez que si cette année, j'ai un élève qui s'appelle Kevin, il a probablement déjà entendu parler de ça, puis c'est probablement aussi arrivé avant sa naissance. Shout out à tous les Kevin, méritez pas ça, gang. Méritez pas ça. Personne mérite ça. Franchement. Bref, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que ce titre-là démontre bien ce que ça fait un sociologue. Ça va analyser, chiffres à l'appui. Il y a des chiffres là-dedans qui démontrent clairement qu'il n'y a pas tant de Kevin que ça qui sont des médecins. Donc, il va analyser une situation réelle au travers de phénomènes sociaux sur lesquels on n'a baissement aucun contrôle, comme les classes et les inégalités sociales. On va pas plonger tout de suite dans les études sociologiques. Ça va venir bientôt. Mais on va commencer par voir c'est quoi la sociologie, ce qu'elle étudie, puis la perspective que les sociologues privilégient. La capsule est divisée en 3 chapitres. Définir la sociologie, on va partir de l'étymologie du mot, puis définir ce qu'est une société et ce qu'est la culture, pour finalement arriver à une définition simple de la sociologie. Chapitre 2, du détail au global. On va voir que la société, c'est pas seulement les individus, mais aussi les groupes et les institutions. On va aussi découvrir les 3 niveaux d'analyse des sociologues, micro, méso et macro. Dans le chapitre 3, on va voir la perspective sociologique. On va apprendre ce que ça veut dire de prendre du recul pour observer la société, avec 2 concepts importants, voir le général dans le particulier et voir l'étrange dans le familier. On va aussi voir le concept de position sociale avec une métaphore qui va nous aider à comprendre tout ça. À la fin du module, voici sur quoi vous allez être évalué. Pour le chapitre 1, à partir de petites situations, vous devrez montrer que vous comprenez bien les définitions de culture, de sociologie et de société en relevant les éléments importants. Pour le chapitre 2, vous allez devoir démontrer que vous comprenez ce qui compose une société, les individus, les groupes et les institutions, et que vous savez expliquer les 3 échelles d'analyse, micro, méso et macro. Pour le chapitre 3, vous devrez montrer que vous comprenez ce qu'est la perspective sociologique, en utilisant les idées de voir l'étrange dans le familier et voir le général dans le particulier. Vous allez devoir aussi être capable d'expliquer la notion de position sociale en l'appliquant à une situation donnée. Ici, vous êtes capable d'utiliser la métaphore de la montagne avec les flashlights pour montrer votre compréhension. Ça va être encore mieux. Vous allez comprendre l'histoire de la montagne puis des lampes de poche, je vous le promets. Je fais juste monter le suspense. Ouh! Hein? Pas pire? Pour définir un mot, c'est toujours utile de regarder son étymologie. Ça nous donne une direction. On a socio, qu'on peut relier simplement à société, c'est la même racine. Et logie, qui veut dire science ou étude. Donc, la science de la société. Ouais, ben, ça nous aide quand même un peu. Mais ça, c'est l'étymologie, pas la définition. Pas la meilleure fois. Avant d'arriver à la définition de sociologie, on fait une petite promenade pour avoir une couple d'étapes. On va commencer par définir société, parce que société, sociologie, taponne dessus. Une société, c'est un groupe d'êtres humains qui partagent un même territoire et une culture commune. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est aussi une situation de poupée russe, cette affaire-là. À cette heure, on a 2 nouveaux mots à définir. Merci. Il y a territoire qu'on va définir comme un espace géographique délimité où vit une population. Mais culture, ça veut dire quoi? Il y a probablement des centaines de définitions du mot culture. Des longues, des moins longues, des compliquées. Il y en a, en veux-tu? J'ai plus faim. Edward Tyler, un anthropologue du 19e siècle, disait que la culture, c'est tout ce que les humains apprennent en vivant ensemble. La langue, la croyance, les arts, les lois, les coutumes. De son côté, Pierre Bourdieu, un sociologue français, voyait la culture comme nos habitudes et nos façons de voir le monde, qu'on apprend dans la famille, à l'école, dans nos groupes d'appartenance. Puis c'est évidemment des super bonnes définitions. Je veux dire, ces 2 gars-là, c'est des sommités en sociologie. C'est sûr qu'ils savaient définir leur job. Mais en CCQ, à 2 périodes cycles, il y a beaucoup trop de choses à maîtriser là-dedans pour vous permettre de bien l'utiliser. Parce qu'une définition, faut pouvoir l'utiliser. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sans blague, là, avec ces 2 définitions-là, on a comme une moitié de session universitaire à faire là-dessus. Fait qu'on se calme les nerfs. OK? On se calme. J'ai donc opté pour une définition plus simple, plus large, mais aussi moins précise. Fait que dans mon cours, j'ai décidé qu'on allait se concentrer sur celle-là. La culture, c'est ce que les humains créent, partagent et transmettent. Créer, ça veut dire que les humains inventent et produisent toutes sortes de choses. Des objets comme des vêtements, des chansons ou des monuments, mais aussi des idées comme des croyances ou des valeurs et même des façons d'agir, comme dire bonjour en se serrant la main ou en se faisant un câlin. Partager, ça veut dire que ces choses ne restent pas juste pour une personne. Elles deviennent quelque chose que le groupe vit ensemble. Par exemple, parler la même langue, célébrer les mêmes fêtes ou respecter les mêmes règles de circulation. Transmettre, ça veut dire que c'est pas seulement pour nous, ici et maintenant.
On va passer la culture aux autres, surtout aux générations qui viennent après nous. Comme quand les parents apprennent une recette traditionnelle à leurs enfants ou quand on enseigne l'histoire et les coutumes à l'école. Donc pour nous, dans notre cours, la culture, c'est ça. Ce que les humains créent, partagent et transmettent. Ça, on revient là-dessus, nous. On revient là-dessus. Le mot sociologie veut dire la science de la société. Une société, c'est un groupe d'êtres humains qui partagent le même territoire et une culture commune. Puis une culture, c'est tout ce que les humains créent, partagent et transmettent. Fait que pour tout inclure ça, là, on pogne ça, on met ça dans un blender, on pèse sur purée, il y a une définition assez large qui me vient en tête. C'est la mienne. La sociologie, c'est l'étude des interactions entre les humains. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Les petites interactions du quotidien, envoyer la main, faire un doigt d'honneur ou attendre à la lumière rouge pour traverser. Comme les familles, les amis ou les communautés. Les institutions, les organisations comme les écoles, le gouvernement, la police, la religion. Et on peut même parler des méga grands phénomènes de société comme les inégalités sociales, comme la discrimination, comme l'immigration, comme les changements technologiques, comme l'économie. Tout ce qui flotte au-dessus de nous autres sur lequel on n'a aucun autre. On a vu que la sociologie, c'est l'étude des interactions entre les êtres humains. C'est notre définition. C'est une définition qui est volontairement large parce que je veux qu'elle englobe toutes les formes d'interaction qu'on peut trouver dans une société. Celle entre les individus qui peuvent mener à la formation de groupes, groupes d'individus, pas de groupes de musique, niaiseux. Des groupes qui s'organisent autour d'intérêts communs, puis les interactions encore plus larges qui vont mener à la création d'instituts. Une société, c'est donc tout ça. Les individus qui la composent, les groupes qu'ils forment, comme les familles, les amis, les associations, les équipes, etc., et les institutions, comme les écoles, la police, le gouvernement. Mais la société, c'est pas juste des individus, des groupes, puis des institutions, un à côté de l'autre, puis ça se mélange pas. C'est chacune de ces affaires-là, puis tout ça en même temps. Ça interagit sans arrêt. Le sociologue, lui, il va essayer d'observer les individus. Des fois, il va observer les groupes, puis des fois, il va observer les institutions. Puis même des fois, il va prendre beaucoup de recul, pour analyser les grands phénomènes qui touchent notre société. Puis même les liens entre différentes sociétés. Possible aussi. On peut imaginer qu'un sociologue va utiliser un microscope pour passer d'une échelle à l'autre. Il peut zoomer sur les individus, essayer d'aller voir le plus petit dénominateur commun, dézoomer pour observer les groupes, puis élargir encore plus son regard pour analyser les grands phénomènes. Micro, c'est les petites scènes de la vie quotidienne, comme dire bonjour, échanger entre amis ou discuter en ligne. Méso, c'est les groupes et organisations, tels que les familles, les équipes sportives, les associations, les écoles et les entreprises. Macro, c'est les grands phénomènes qui concernent toute la société, comme les inégalités sociales, les mouvements sociaux, les lois ou les changements culturels. Individus, groupes, grands phénomènes de société. Ces trois niveaux-là sont complémentaires. Comprendre un phénomène social, c'est souvent passer d'une petite observation, le micro, à des structures plus larges, le méso, à des phénomènes immenses, le macro. Par exemple, la politesse qu'on peut observer dans une interaction individuelle. Ça, c'est le micro. Peut être lié à des habitudes dans un groupe, à des normes dans un groupe. Ça, c'est le méso. Puis aussi influencé par des valeurs culturelles vraiment plus larges. Ça serait le macro. Observer la société, ça peut être un défi parce qu'on vit dedans. On fait partie de cette société-là. Observer les humains d'une société, qu'on en fait nous-mêmes partie, ça va être biaisé. C'est sûr que ça va être biaisé. Fait que pour être sociologue, il faut prendre du recul parce qu'on veut pas que nos observations soient biaisées. Ce recul-là, on l'appelle la perspective sociologique. C'est un peu comme être sauveteur dans une piscine. Faut rester sur le bord pour observer, comprendre, voir si c'est quelqu'un qui se neigne, pas nager avec tout le monde dans l'eau. Il y a deux concepts centraux qu'il faut comprendre pour pouvoir faire ça. Voir le général dans le particulier, c'est beau, hein? Ça sonne bien. Et voir l'étrange dans le familier. Voir l'étrange dans le familier, ça signifie aborder le monde quotidien comme si on le voyait pour la première fois. Comme si on venait d'une autre planète. C'est difficile, mais c'est aussi essentiel et fascinant. Je donne un exemple. Au Centre Bell, avant une partie du Canadien, on fait jouer l'hymne national des équipes. Ça, c'est le familier, le banal. C'est dans la culture, on y est habitué. Mais pourquoi on fait ça? Dans ces équipes-là, il y a des fois des joueurs qui viennent de quoi? 3, 4, 6, 8, 10 pays différents. Puis les équipes comme le Canadien et les Bruins, ça appartient pas à des pays, ces affaires-là. Ça appartient à des compagnies privées. Ben ça, c'est une pratique culturelle qui est là depuis toujours. En tout cas, je pense que c'est là depuis toujours. En tout cas, c'est là depuis que j'écoute le hockey, mettons. Mais quand on y pense, c'est étrange, même si c'est familier. Ce qui rend voir l'étrange dans le particulier difficile, c'est que notre propre société, elle nous apparaît normale. On la prend pour acquise. Quand on nous socialise, on nous donne une compréhension de c'est quoi le bon sens d'une société. Par exemple, serrer la main quand on rencontre quelqu'un, savoir que rouge, ça égale arrêt,
Savoir quand je peux sacrer et quand c'est inapproprié. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose, là. On a besoin de ces affaires-là comme des normes pour cohabiter. Sinon, c'est le chaos, c'est l'anarchie, ça marche pas. Mais si le sociologue veut vraiment comprendre la société, il doit être capable de voir tous ces comportements-là comme s'ils étaient nouveaux et étranges pour lui ou pour elle. Pour lui permettre d'analyser sans biais comment ces codes-là fonctionnent, puis même repérer des schémas qui se répètent. Puis pour ça, ça prend une nouvelle perspective. La perspective sociologique. Tout est dans tout. On revient avec ça. Malade. Malade. Ça, c'est de l'écriture, mon gars. Le bon sens d'une société, là, c'est pas toujours inoffensif, cette affaire-là. Par exemple, au Québec, jusque dans les années 40, c'était considéré comme normal, banal, que les femmes n'aient pas le droit de vote. Ce bon sens-là reflétait une vision de la société qui, aujourd'hui, nous paraît complètement injuste. C'est n'importe quoi. Mais c'était de bon sens dans le temps. Voir le général dans le particulier, ça signifie que le sociologue cherche à comprendre un geste ou un choix individuel en le replaçant dans un contexte social plus large. Par exemple, si un sociologue vous entend sacrer, c'est-à-dire utiliser des mots d'église dans votre vocabulaire, il va pas seulement remarquer le mot que tu as dit, mais comment et pourquoi tu as utilisé ce mot-là. Est-ce que le choix des mots est influencé par ta classe sociale, ton quartier, ta race, ton genre, ton âge? Un sociologue, là, ça s'intéresse pas à savoir si toi, personnellement, là, tu vas te marier, mettons. Marier. Parlons de mariage. Fait qu'il s'en fout si toi, tu veux te marier ou non. Ou tu vas te marier ou non. Il pourrait vouloir comprendre qu'est-ce qui influence les gens à vouloir se marier ou non. Est-ce que le fait d'être riche ou pauvre joue un rôle là-dedans? Est-ce que la croyance religieuse joue un rôle là-dedans? La communauté ethnique, la culture d'appartenance? Est-ce que ces affaires-là vont jouer un rôle dans ta décision de te marier ou non? Son intérêt, c'est pas ton choix individuel, mais les causes sociales ou culturelles qui vont orienter ton choix. Il va aussi s'intéresser aux conséquences du choix de se marier ou non. Par exemple, si le mariage change de rôle ou de valeur, ça vaut moins. Est-ce que ça modifie la façon dont les couples sont perçus? Puis de là, la stabilité des familles? Ou le droit lié aux enfants? Ou au patrimoine? Le patrimoine, t'avais pas pensé à ça, le patrimoine, hein? Puis ça, je comprends que ce concept-là, ça peut rendre inconfortable. Ça me rend inconfortable moi aussi. On aime croire qu'on est les seuls responsables de nos réussites. Puis que nos décisions, ça reflète notre sagesse, notre intelligence. Puis c'est certainement pas agréable d'imaginer que nos choix sont influencés par des forces extérieures sur lesquelles on a aucun pouvoir. Ça fout à chienne, pas le fun. Perdre le contrôle, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Et surtout pas quand vient le temps de parler de ce qu'on a réussi dans la vie. Puis en même temps, on peut trouver ça un peu facile que quelqu'un blâme la société pour des mauvais choix qu'il a pris dans sa vie. Genre, c'est à cause de la société puis de ma culture que j'ai fait ça. Fait que c'est pas moi qui est responsable, c'est la culture, puis la société. Maudite culture puis société. Prenons un exemple. Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde. Est-ce qu'il est arrivé à faire ça uniquement parce qu'il est exceptionnellement intelligent et doué? Ou est-ce que c'est son appartenance à une classe socio-économique privilégiée, le timing de ses technologies, ou encore la période économique dans laquelle il a investi son argent qui lui a permis de faire fructifier sa richesse? On peut se poser les mêmes questions si on croise une personne sans abri dans la rue. Est-ce que sa situation est uniquement le résultat de ses propres choix, ou bien des facteurs comme la classe socio-économique, l'accès limité à l'éducation, des problèmes de santé ou encore les politiques économiques et sociales en place ont contribué à sa réalité? Fait qu'en somme, les sociologues, ils cherchent à comprendre comment nos choix puis nos gestes individuels sont liés à des forces plus grandes comme les classes sociales, le genre, l'âge, l'origine culturelle, est-ce que tu habites en ville ou en campagne, combien de choses, non pas combien de choses, ça prend. Mais les autres, ça marche. Ces facteurs-là, ça constitue ce qu'on appelle la position sociale. La place qu'on occupe dans la société, puis qui va influencer, sans tout déterminer, notre manière de vivre, puis nos possibilités d'envie. Puis c'est important de dire aussi que ça se résume pas à une seule caractéristique, cette affaire-là. On n'est pas seulement riche ou pauvre, homme ou femme, vieux ou jeune. On est plusieurs choses à la fois. Par exemple, on peut être une femme issue d'un milieu modeste qui a émigré au Canada quand elle avait 18 ans. Toutes ces choses-là font partie de sa position sociale. C'est important de dire ça parce que cette combinaison de facteurs que je viens de dire là, c'est ce qui rend l'étude sociologique des positions sociales plus nuancée puis plus sensible, plus compliquée. Faut se donner du mal. La position sociale nous permet de comprendre pourquoi certains choix ou certaines opportunités sont accessibles à certains, mais plus difficiles à atteindre pour d'autres. Moi, je trouve que le concept de position sociale est très important. C'est pourquoi elle est centrale dans mon cours. Pour vous l'expliquer, j'ai une super bonne métaphore. Imagine une immense montagne, plongée dans la nuit noire. Tout autour, des groupes de personnes sont parachutés à différents endroits. Riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes, femmes, groupes culturels ou ethniques. En touchant terre, chaque groupe installe son camp exactement là où il a atterri. Chacun de ces groupes-là reçoit une lampe de poche pour éclairer la montagne devant lui. Là, j'ai pas de lampe de poche, je vais prendre mon cellulaire. Dites pas ça à Isabelle. Oh là là. Ouh.
Mais comme la montagne est gigantesque, chaque lampe de poche de chaque groupe peut juste révéler un petit morceau de la montagne. Je vois pas tout. Puis, comme on a dit, personne ne peut se déplacer. Ils doivent se contenter de ce qu'ils voient pour décrire la montagne. Fait que le premier groupe commence. Hey, je vois une grotte, un sapin, puis des chèvres. Beaucoup de chèvres. Quand les descriptions commencent à circuler, ça finit vite en chicane. De quoi tu parles, maudit maillet? Y a pas de grotte. Y a des bouleaux, des loups, puis un lac. Puis le groupe d'à côté de répliquer. Un lac? Sais-tu seulement c'est quoi un lac? Ça, c'est des cactus puis du sable. Pourtant, tout ce beau monde-là parle la même motadine de montagne. La description de chaque groupe de cette montagne-là dépend du petit bout qu'ils peuvent voir avec leur lampe de poche. Une petite partie, tout petit. Vraiment pas grand-chose quand on pense à la taille énorme qu'il y a cette montagne-là. C'est exactement ça la position sociale. La façon dont on décrit la société va toujours dépendre de la place qu'on y occupe. Une personne riche va peut-être parler d'un monde rempli d'opportunités si seulement tu fais l'effort de les saisir. Parce qu'il n'a peut-être pas eu les mêmes embûches sur son chemin qu'une personne moins fortunée. Une personne défavorisée va plutôt souligner les obstacles et les injustices qu'elle a connues dans sa vie. Parce que c'est ça qui influence son expérience du réel. Un homme insistera sur certaines réalités parce que c'est ce qu'il voit de sa position, tandis qu'une femme en mettra d'autres en lumière. La façon dont on décrit la société va toujours dépendre de la place qu'on y occupe. Mais au fond, là, tout le monde regarde la même montagne, la même société. Personne n'a totalement raison, personne n'a totalement tort, parce qu'il n'y a personne qui voit la montagne au complet. Chacun éclaire son petit bout, là, puis il a de la misère à croire que les autres voient pas la même chose que lui. La capsule s'est déroulée en 3 grandes parties. D'abord, on a défini la sociologie en partant de l'étymologie, la société et de la culture. Ensuite, on a vu que la société regroupe des individus, des groupes et des institutions, et qu'on peut analyser tout ça à différents niveaux d'analyse. Micro, méso et macro. Enfin, on a découvert la perspective sociologique, avec ses 2 grandes idées clés. Voir le général dans le particulier et voir l'étrange dans le familier. On a aussi exploré le concept de position sociale à travers la métaphore de la montagne et des lampes de poche. Je vous rappelle qu'à la fin du module, vous allez être évalué sur ces éléments. Pour le chapitre 1, à partir de petites situations, vous devrez montrer que vous comprenez bien les définitions de culture, de société et de sociologie en relevant leurs éléments importants. Dans le chapitre 2, vous devrez montrer que vous comprenez ce qui compose une société, c'est-à-dire les individus, les groupes et les institutions, et que vous savez expliquer les 3 niveaux d'analyse, micro, méso et macro. Pour le chapitre 3, ce que vous allez devoir démontrer, c'est que vous comprenez ce qu'est la perspective sociologique, en utilisant les idées de voir l'étrange dans le familier et voir le général dans le particulier. Vous devrez aussi être capable d'expliquer la notion de position sociale en l'appliquant à une situation donnée. Puis si vous êtes capable d'utiliser la métaphore de la montagne pour montrer votre compréhension, ce sera encore mieux. Maintenant qu'on a jeté les bases de ce que c'est la sociologie, on va pouvoir regarder les études sociologiques, puis qui sait, peut-être même découvrir pourquoi il y a aussi peu de médecins qui s'appellent Kevin. Pourquoi, hein? Je sais pas. Shout out au Kevin. Bye bye.